Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'été Smart. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, durant une heure, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. De quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler de finances avec une question un peu provocante, mais vous savez, j'aime bien ça dans l'émission. La finance est-elle redevenue déraisonnable? Double négation, avec une nouvelle accumulation d'affaires, alors que le procès Natixis se s'ouvrait aujourd'hui. On a depuis une dizaine de jours en Grande-Bretagne avec des répercussions en France dans la sidérurgie. On a depuis une dizaine de jours l'affaire Greensill. Et puis, depuis la fin de semaine dernière, c'est aux États-Unis, une affaire autour d'un hedge fund qui a eu des grosses difficultés avec un impact majeur sur un certain nombre de banques d'investissement et sur un certain nombre de cours d'actions à Wall Street. On y parlera. Bref, est-ce que de nouveau, la finance a repris, ou certains dans la finance ont repris de bien vilaines habitudes? Ce sera donc le premier débat de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons climat. La loi climat a fait son entrée, au sens séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Débat pendant 3 semaines. La loi qui est portée par la ministre Barbara Pompili. Personne n'est content. Et c'est un bon signe, c'est le titre du débat. Parfois on dit qu'effectivement quand on est des deux côtés, on a des oppositions, c'est peut-être que la voie médiane a été trouvée. Est-ce que c'est un compromis? Est-ce qu'un compromis c'est forcément une bonne chose de façon générale? Et en l'espèce sur les questions climatiques, ce sera la question que je poserai à mes deux invités. Qui sont-ils ce soir? À ma droite, Jérôme Mathis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Paris-Dauphine et vous êtes membre associé du cabinet BSI Economics. Arnaud Marty, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, cofondateur et directeur général de Think Market, qui est une société de conseil en management. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, la question apéritif. Vous avez vu, c'était pas au menu du sommaire. Il fallait bien que ce soit dans la question apéritif, les vaccins. Et cet apéritif, je l'ai appelé vaccin de point, la foire aux idées, à propos de différentes initiatives, différentes annonces ces derniers jours sur le front de la stratégie vaccinale en Europe et ailleurs. Regardez, ça c'était ce matin, tweet de Thierry Breton, notre commissaire européen au marché intérieur et à plein de choses. Par ailleurs, monsieur Vaccin, il nous dit aujourd'hui, nous organisons le premier événement de matchmaking, entremetteur, entremetteuse, l'Union européenne, une sorte de dating entre entreprises pour mobiliser le potentiel complet de l'Europe en matière de production de vaccins. Plus de 300 entreprises joignent leurs forces dans cette initiative. Donc effectivement, de chacun, est-ce que tu peux m'aider? Tout ça pour arriver à effectivement améliorer, augmenter la production de vaccins en Europe. On parle de production, on ne parle pas de définition ou de mise au point, évidemment. Le même Thierry Breton, hier, il était invité de la radio à la télé dans l'émission le Grand Jury. Il a confirmé que le certificat sanitaire européen serait mis en œuvre à compter du 15 juin, qu'il ne sera pas obligatoire. Voilà, regardez rapidement sur ce, on voit quelle forme il prendrait, sous une forme papier à droite, forme électronique sur le smartphone à gauche, et essentiellement un QR code de façon, je crois que c'était anonyme, mais ça n'a pas l'air tout à fait anonyme, et en tout cas avec à la fois les données en matière de vaccination et les données en matière de tests PCR, le cas échéant, pour permettre de rentrer dans différents pays. C'est important pour un certain nombre d'entre eux, notamment les pays touristiques, pour cet été. Et puis dans la foire aux idées, c'était en fin de semaine dernière, cette dépêche des médias américains, en l'occurrence là ici CNBC, qui dit que la Maison-Blanche était réfléchissait, considering, à lever les protections intellectuelles sur les vaccins Covid-19 de façon à en faire bénéficier tous les autres pays, sous-entendu les pays les moins riches. Je disais foire aux idées, au sens où voilà, ça foisonne en termes d'idées nouvelles, en matière de brevets ou en termes de matchmaking entre entreprises. Vous diriez quoi? C'est le bon côté d'une crise, c'est que ça mobilise. Alors en même temps, on est quand même déjà fin mars, donc pour le matchmaking, on se dit peut-être dû le faire il y a 6 mois, mais
mieux vaut tard que jamais. Vous saluez l'idée que ce soit un foisonnement d'idées que cette crise? Je le salue. Cet appariement, on regrette qu'il n'ait pas été fait en amont, plus tôt. Maintenant, comme vous dites, mieux vaut tard que jamais. Je pense que l'Union européenne est un petit peu sous pression de certains dirigeants d'États membres qui se mettent à taper du poing sur la table et qui menacent de court-circuiter l'Europe. Donc, ils sont un petit peu maintenant au pied du mur. Ils se réveillent. Je pense qu'ils s'étaient déjà rêvés depuis un moment, mais là, maintenant, véritablement, ça s'agite, ça prend forme. Et je pense qu'on peut être satisfait que ça prenne enfin cette voie-là. En ce qui concerne vous avez cité trois. Oui, à la fois le certificat sanitaire, alors, le matchmaking entre entreprises et puis la réflexion autour du fait de lever les brevets. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est du certificat, dans la graphique que vous avez projetée, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il y a marqué non obligatoire pour ne faire vraiment n'effrayer personne. Dans ce cas-là, à quoi il sert? C'est comme un passeport vaccinal. S'il est mis en place, s'il est imprimé, c'est pour être présenté. Il permettrait d'éviter les quarantaines. C'est-à-dire que vous avez le droit après, l'idée c'est qu'effectivement, soit vous avez ça et du coup il n'y a pas de quarantaine, soit vous ne l'avez pas et à ce moment-là, c'est aux États de décider s'ils vous mettent en quarantaine selon quels critères, etc. C'est l'idée de ce que D'accord, donc sa présentation est obligatoire pour éviter d'être mis en quarantaine, si je comprends bien. Oui, d'accord, donc il y a quand même un caractère obligatoire. En tout cas, il y a une incitation manifeste. Oui. Et puis sur le troisième point, alors là, cette annonce me stupéfait. C'est-à-dire que la première question qui me vient à l'esprit, c'est où est le piège? Alors je m'arrêterai là si c'était encore l'administration Trump. Avec l'administration Biden, le fait comme ça de mettre dans le domaine public, non, on n'y est pas. Là, c'est une information de médias qui dit que la Maison-Blanche envisagerait d'eux. C'est une idée qui a été suggérée dans les couloirs de la Maison-Blanche, je pense. Voilà. Bon, si jamais ça devait prendre forme, je regarderai quand même dans le détail, de plus près pour voir s'il n'y a pas un piège là-dessus. Mais il faut quand même, on peut être aussi un petit peu candide, c'est-à-dire et éventuellement avoir une position de gratitude si c'était fait, parce que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Peu de Français le savent, c'est que l'avancée pharmaceutique au niveau mondial, la facture est essentiellement payée par les Américains. Les Américains ont des prix de médicaments qui sont très chers. Alors ça va bien sûr pour les génies-thérapies, ce qui est à la pointe, mais même les médicaments de base. Un simple tube de Biafine, commercialisé par Johnson & Johnson, est vendu 10 fois plus cher outre-Atlantique. Le premier médicament, le médicament le plus prescrit au monde, l'Humira, il y a près de 200 000 Français qui l'utilisent. Il est vendu 300 € en France, il est payé 2500 $ par les Américains, et de manière générale, il est vendu à peu près 800 $ en Europe et dans les autres pays. Si bien que ce qu'avait fait le président Trump, c'est qu'il avait essayé de faire passer cela en force, l'idée que les États-Unis, dorénavant, achètent leurs médicaments beaucoup moins chers, parce que c'est eux qui payent cette facture-là, à un point qui serait le prix minimal payé par les États membres de l'OCDE. Et l'administration Biden, aujourd'hui, alors il n'avait pas réussi parce que c'était une option qui outrepassait trop le champ du Congrès, donc ça avait été rejeté, mais l'administration Biden, je sais, aujourd'hui travaille sur l'idée que les États-Unis dorénavant arrêtent de payer leurs médicaments 4 fois plus cher que les Français, mais paieraient l'équivalent d'une moyenne à peu près des pays de l'OCDE, voire des pays de l'Europe. Donc les Français jusqu'ici s'en tirent très bien dans cette facture-là, qui est essentiellement payée par les Américains. Sur cette foire aux idées, Arnaud, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous intéresse sur le matchmaking là, entre 300 entreprises pour essayer de régler les problèmes de production? Est-ce que c'est au commissaire européen de jouer les entremetteurs? L'Europe a un rôle clé à jouer dans l'organisation des marchés. Est-ce que ça peut se faire aussi finement, économiquement et avec quelle efficacité? Poser la question, c'est un petit peu y répondre. D'un point de vue général, moi, j'ai envie de dire que cette agitation est le symptôme de l'urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La liberté individuelle est un bien fondamental. Aujourd'hui, c'est la santé qui y concourt, parce que quand on n'a pas la santé, effectivement, quand il y a cette problématique de crise sanitaire, on a des libertés individuelles qui sont restreintes, et il y a urgence aujourd'hui à retrouver une situation normale. Ça fait 1 an qu'on y est, première vague, deuxième vague, troisième vague, tous les pays prennent des restrictions de plus en plus fortes, et les yeux du monde entier sont braqués sur les vaccins, leur production, leur répartition. Et de ce point de vue-là, l'Europe a commis un fail absolument gigantesque. De même que on peut critiquer notre gouvernement, comme les gouvernements d'autres pays, dans la gestion de sa politique vaccinale, dans l'acquisition des vaccins, leur répartition, l'organisation des campagnes de vaccination. Tout ça est vraiment entaché du sceau d'une certaine efficacité, ou en tout cas, c'est un petit peu la façon qu'a l'opinion publique de le voir. Donc aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui sont sur la table. De mon
point de vue, ça veut dire qu'il y a urgence à retrouver une situation normale et qu'il y a une demande extrêmement pressante de l'opinion publique pour revenir à la normale et pour revenir aux libertés publiques, oui, de pouvoir consommer, sortir, s'amuser, voyager, en un mot comme en mille, jouir. Donc est-ce que le matchmaking de Thierry Breton va fournir suffisamment d'éléments pour ça? C'est pas certain. Est-ce que... Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même. Oui, Encore une fois, c'est bien rien, évidemment, ne risque pas d'avoir de résultats. Mais j'ai envie de dire que cet activisme, il vient aujourd'hui à collisionner, si j'ose dire, le camouflet majeur que vit l'Union européenne face notamment à la Grande-Bretagne, qui a fait financer le vaccin d'AstraZeneca en grande partie par des fonds européens, qu'il y a 80 millions d'euros de subventions là-dedans, le Brexit au 31-12, et hop, c'est terminé, on ne voit plus les Britanniques, ils n'exportent pas de vaccins, pas plus que les Américains. L'Inde vient de faire exactement un geste similaire de protectionnisme, donc tout ça ne va pas vraiment dans le cadre d'un monde ouvert. Et de ce point de vue-là, l'Europe s'est organisée pour négocier quelques euros d'économie sur le prix de chaque vaccin. Au regard des montants pharaoniques qui sont mis dans les subventions publiques à l'économie... On a surtout manifestement oublié de s'intéresser à la question de la production physique, parce qu'en prenant pour argent comptant les projections des laboratoires qui étaient manifestement pour certains d'entre eux trop... optimiste. Ouais, optimiste dans un sens, ou du moins ils n'avaient pas pris en compte la réservation de stock à leurs clients privilégiés, avec qui ils ont conclu des contrats. Et aujourd'hui, au regard de ces questions de répartition de stock ou d'amélioration de la production, je trouve que le sujet arrive tard sur la table et les autres problématiques sont annexes. Oui, on peut très bien approprier le bien privé qui est un brevet de vaccin pour le rendre public, mais à quel coût? Quelle est la mécanique de dédommagement? C'est des questions qui se posent, plutôt que de mettre des milliards et des centaines de milliards dans l'économie, acheter un vaccin à 5-10 milliards ou 2 fois le prix que pourrait en retirer un laboratoire sur 1 à 2 années, c'est effectivement, je pense, une bonne solution. Et après, le sujet du passeport vaccinal, ces détracteurs disent c'est une restriction formidable de nos libertés publiques, on va être fichés et nos données vont être partagées. Quel est le prix de cela face à l'absence totale de liberté liée aux restrictions de circulation et de pouvoir tout simplement voyager et consommer aujourd'hui? Voilà, je suis pas sûr que le passeport vaccinal soit un sujet si tabou que ça. Regardons l'exemple d'Israël. La vie a repris quasiment normalement là-bas. La Chine, personne ne s'offusque de devoir remplir des formulaires ou d'être tagué avec des QR codes. Le sujet, c'est est-ce qu'on rend ça permanent ou temporaire? Moi, ça me semble une très bonne façon d'avancer vite pour reprendre une vie normale et surtout une activité économique normale. Oui, et puis pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, à une époque, pour voyager, il fallait des visas. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a oublié depuis une vingtaine d'années, mais même pour aller aux États-Unis. Allez, tout de suite, on arrête de parler des vaccins et de sanitaires, promis. Tiens, on va parler finances. La finance redevient-elle déraisonnable? C'est le nom de notre premier débat. Une rapide introduction de pertinence, d'actualité autour du thème. Tiens, regardez, aujourd'hui c'est ouvert devant le tribunal correctionnel le procès appelé procès Natixis de la filiale du groupe bancaire BPCE, dont on reproche effectivement une communication biaisée en 2007 à l'occasion des débuts de la crise de subprime. La banque qui avait dit que l'effet serait limité. Alors, elle a été en quasi-faillite du fait. Son action qui avait été introduite en bourse autour de 19 € quelques mois avant s'était effondrée jusqu'à 1 € en 2009. Et puis voilà, tout récemment, depuis une dizaine de jours, un petit peu plus, en Grande-Bretagne, un scandale financier autour d'une entreprise qui s'appelle Greensill, qui était une entreprise qui avait quasiment inventé l'affacturage inversé, on y reviendra, et qui du coup, en s'effondrant, laisse des pertes en milliards, notamment autour du Crédit Suisse. Regardez cette dépêche du Financial Times. Ça, c'était la semaine dernière, qui évolue les pertes pour Crédit Suisse autour de 3 milliards de dollars. Et puis, ces derniers jours, en fin de semaine, à Wall Street, dépêche AFP, la finance mondiale a été confrontée à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par Archegos Capital Management, une société d'investissement hedge fund basée à New York, 2 grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats allaient en pâtir. Ça, c'est une dépêche de l'AFP du jour, intitulée Margin Call, appel de marge, c'est à la fois le titre d'un film aussi, on en parlera peut-être. Les 2 sociétés en question, c'est Crédit Suisse et Nomura, nous dit le Financial Times, qui ont averti de pertes
significative dans le cadre de cette affaire Archegos. C'était un hedge fund qui, on est précisément dans les questions d'appel de marge. L'appel de marge, c'est effectivement quand on joue avec effet de levier et que ça part dans le mauvais sens, l'intermédiaire qui est en face de vous demande quand même d'allonger un petit peu les sous-sous pour limiter la casse. Et quand vous ne pouvez pas le faire, c'est la panique complète. Il y a eu des actions, y compris qui n'avaient rien à voir avec du tout. CBS qui a perdu 50% sur la semaine. Alors, il y avait également une augmentation de capital, mais globalement, à cause de ventes massives de titres CBS par les fonds Archegos et puis d'autres actions. On a quand même régulièrement, et puis l'affaire Greensill, on a quand même régulièrement alors ça nous fait penser aussi, alors évidemment les subprimes, mais avant il y a eu l'affaire des LTCM, régulièrement des fonds qui font un peu n'importe quoi avec parfois des effets collatéraux très significatifs. Les subprimes, on peut, dans le genre significatif, ça se posait là. Ce n'est pas qu'une seule entreprise qui était concernée, mais est-ce qu'on ne peut pas y échapper régulièrement comme ça, Jérôme Mathis, d'avoir des habitudes, des mauvaises habitudes en matière de finances? Est-ce que la cupidité entraîne forcément les opérateurs à faire des conneries et à devenir aveugles au point de prendre des risques inconsidérés? C'est une bonne question. Il y a toujours des moutons noirs. La question, c'est quelle est la proportion de moutons noirs dans le troupeau. Donc, alors, vous parliez des appels de marge. C'est typiquement ce qu'avait mis en banqueroute Lehman Brothers. C'est qu'à un moment donné, elle n'a pas pu provisionner ce que l'équivalent du notaire financier, on pourrait dire ça comme ça, lui demandait de placer sur un compte pour s'assurer qu'il était solvable, in fine, de sa dette. Alors, pour ce qui concerne Greensill, l'entreprise dont vous parliez, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce qu'il en est, c'est que c'est un défaut d'assurance. En fait, quand un consommateur va faire ses courses au supermarché qu'il paye avec sa carte de crédit, le commerçant ne reçoit pas immédiatement les fonds. Il y a un décalage. Et le commerçant, sans bien même connaître la banque du consommateur, fait confiance à un système intermédiaire de paiement, Visa, Mastercard, voire American Express, qui garantissent que le paiement a lieu. Et Greensill, c'est cette garantie-là dans le monde des transactions industrielles, on va dire. Donc les clients ne sont pas des consommateurs, des particuliers, ce sont de grosses entreprises. Et quand elles ne sont pas solvables, c'est à Greensill de mettre la main à la poche pour garantir les paiements. Or, Greensill ne s'était pas assuré comme il le devait. Et donc là, il y a véritablement une faute. Vous parlez d'appât du gain, c'est certainement pour économiser des primes d'assurance qu'il ne s'est pas assuré et qu'il a trompé son monde dans cette affaire. Et donc, il y a véritablement, je dirais, une faute stratégique au sein même de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec ce cas particulier, c'est qu'il tord le cou, une fois de plus, à un poncif qui est que la bourse pousserait systématiquement à l'adoption de comportements qui seraient néfastes, dangereux, excessifs. Or là, c'est justement du fait d'un actionnariat déconnecté, je dirais, avec l'entreprise. Ouais. Ici, c'est exactement l'inverse. Cette entreprise n'est pas cotée en bourse, c'est un actionnariat familial qui, parce qu'il n'est pas coté en bourse, est soumis à moins de contraintes de transparence, notamment sur la publication de ses comptes, et ce qui fait que des gens qui sont extérieurs à la famille étaient incapables de dire quelle était la santé financière de cette entreprise. Oui. Voilà. Et puis, par ailleurs, tout le monde dit que c'était particulièrement opaque, et y compris le principal groupe, en l'occurrence très présent dans la métallurgie, un groupe anglo-indien qui s'appelle Gupta, qui est en faillite complète, y compris avec des dommages collatéraux en France, puisqu'il était propriétaire d'Aciéry chez nous, à Scoval en l'occurrence, je crois. Donc effectivement, l'opacité permet de s'affranchir. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire-là, précisément sur ce cas-là, c'est que cette opacité n'aurait pas eu lieu si le groupe avait été coté en bourse, justement, parce qu'il aurait été soumis à la communication réglementaire, notamment la publication de ses comptes et tout ça. Bon. En ce qui concerne le deuxième groupe dont vous parliez, Archegos, alors là pour le coup c'est véritablement de la finance de marché sur les marchés boursiers, etc., puisque c'est un hedge fund, un capital d'investissement, un fonds d'investissement basé à New York. Bon, ce qui s'est passé pour lui, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros la question que vous posez, c'est est-ce que on retrouve cette vieille tentation des marchés financiers à prendre trop de risques, etc. Pas forcément des marchés en tant que tels, mais effectivement qu'il y a forcément des comportements déraisonnables. Voilà. A fortiori quand les niveaux sont élevés comme aujourd'hui, ça génère aussi. Je pense pas. Je pense que là on parle de deux
c'est des petits montants. Je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent, on n'est de loin pas sur les montants qui étaient engagés par Lehman Brothers. Il n'y a pas de crack, hein, mais ici, sur Archegos, valeurs, il y a de la vente de l'équivalent de 20 milliards d'actifs, 1 milliard de dollars d'actifs. La faillite de Greensill, c'est 10 milliards, au plus ça coûtera à peu près 10 milliards de dollars. Lehman Brothers, c'était 640 milliards de dollars. Donc il n'y a pas de raison de s'affoler d'une crise systémique. Ça n'a pas lieu de mettre le feu aux poudres. Simplement, non, mais ça fait nos affaires en 10 jours quand même. Oui, tout à fait. Mais on assiste à une petite correction des marchés qui sont du fait d'une politique monétaire expansionniste depuis plusieurs années, qui en temps normal se traduit par de l'inflation, de l'augmentation du niveau général des prix quand on regarde le panier du consommateur. Mais ici, depuis quelques années, ce n'est pas à cela qu'on assiste. C'est une inflation qui se traduit sur le prix des actifs financiers. Il y a un excès de liquidité sur les marchés financiers. Et donc, il y a certaines entreprises qui sont un petit peu surcotées, quasiment une petite bulle, qui est en train d'éclater ou de se corriger. Je pense que le marché est au moindre soubresaut, il y a une petite correction de valeur qui se fait. C'est pourquoi il y a un effet de chaîne quand même. Archegos n'est pas tout seul, il entraîne avec lui la correction de la cotation de grands groupes. Mais je ne parlerai pas en tout cas de crise. Pour l'instant, c'est juste un épiphénomène. Arnaud, j'ai cité deux tribunes qui étaient dans le Financial Times ce matin. L'une qui disait qu'effectivement le altitude sickness, c'est-à-dire on est plus facilement malade, plus on monte en altitude, en l'occurrence plus les niveaux des marchés sont élevés. Là, il faisait allusion notamment au problème de Viacom CBS qui a chuté de 50% la semaine dernière, mais qui avait fait x3 ou x4 dans l'année. Donc effectivement, quand il y a eu ce type de parcours boursier, avant, les corrections sont souvent plus sévères. Et puis un autre éditorialiste du FT qui dit mais à quoi ces grandes banques d'investissement, en l'occurrence pas Archegos, le Crédit Suisse, institution helvète s'il en est, et Nomura qui doit être la plus grande banque d'investissement japonaise, mais à quoi ces grandes banques d'investissement pouvaient-elles bien penser en soutenant ce hedge fund, en l'occurrence Archegos, dont le patron a déjà été condamné à plusieurs reprises. C'est là aussi où il y a effectivement à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se contrôler. Comment vous jugez-vous la question est très intéressante. Vous n'êtes pas dans la finance non, pas du tout. Mais bon, en observateur de l'économie du quotidien, moi, ce que ça m'inspire, les deux affaires, c'est le trait d'union que Jérôme a parfaitement décrit sur la transparence. On reviendra peut-être plus tard sur la question de qu'est-ce que la raison en finance et qu'est-ce qui est déraisonnable. Mais dès lors qu'il y a de l'appât du gain, il y a des mécaniques implicites qui se mettent en œuvre pour aller le capturer. Quand on regarde le dossier d'Archegos, il est symptomatique de cet aspect-là. Qu'est-ce que c'est qu'Archegos ? C'est un hedge fund, donc c'est un fonds d'investissement organisé sous forme de family office et qui le rend opaque puisqu'ils ne sont pas obligés de publier leurs comptes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement ? C'est une société qui a pour but de prospérer sur une activité d'achat et de vente d'actions. Pour ce faire, ils font appel à ces banques d'investissement qui font office d'abord de courtiers, qui placent les ordres sur le marché, mais également qui se rémunèrent au-delà de leur activité de courtage sur le fait qu'ils financent une partie de ces acquisitions qui provoque un effet de levier. Parce que si je suis un fonds que je veux acheter pour 100 d'actions, je vais peut-être financer que 50 en cash ou en titre et demander à mon courtier, qui est également une banque, qui a du cash ou accès au cash, de financer le reste. Et c'est à partir de là que la mécanique s'emballe un petit peu, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, Guillaume, quand les cours montent, tout va bien. Quand les cours baissent et que le portefeuille diminue de valeur jusqu'à un certain point, on fait des appels de marge pour se couvrir et mettre une petite partie en cash. Et la question, c'est effectivement, quand on est engagé sur une action type Viacom CBS, qui, vous l'avez rappelé, a perdu 50% de sa valeur dans un laps de 30 très court, et quand on est exposé sur des grosses positions, eh bien, ça fait courir un risque. Et l'arbitrage entre le risque et le rendement, il vient toujours nous rattraper sur une logique de savoir comment est-ce qu'on se garantit, c'est le sujet des appels de marge, comment est-ce qu'on s'assure, c'est le sujet de Greensill, et au final, ça fait tomber un petit peu tout l'écosystème. Pourquoi est-ce que l'ampleur de la crise aujourd'hui est plus limitée ? Jérôme a rappelé les montants. C'est parce qu'on a progressivement une dérégulation des ratios de solvabilité. Il y a BAL 1 qui date de la fin des années 80. Il y a BAL 2 qui arrivait juste avant la crise des subprimes en 2008. Et aujourd'hui, on a BAL 3.
Globalement, ce sont des réglementations internationales qui obligent les institutions financières à avoir dans leur bilan des ratios de solvabilité où globalement ils sont obligés d'avoir en face des risques qu'ils prennent des actifs tangibles. Et là, la question qu'on a aujourd'hui, c'est de dire quand on a plus de cash, on est obligé de déboucler des positions et on se doute bien que quand on déboucle 20 milliards, ça fait un afflux de titres sur le marché et globalement la valeur décote très rapidement. Donc moi, ce que ça m'amène comme commentaire sur l'éthique, sur la transparence, c'est aussi d'apporter une réflexion sur le premier informé est toujours mieux placé que les suivants, puisqu'il a la possibilité de déboucler ses positions à un coût moindre que ses petits camarades, puisque les cours, ne pouvant absorber l'excès d'offres de titres, ne sont fondés qu'à baisser. Après, il paraît qu'il y en a qui s'en sont mieux sortis, apparemment. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également perdu un peu d'argent autour d'Archegos, mais ont réagi un petit peu plus vite et c'est moins sévère. Enfin, d'après ce qu'on sait, le sujet, c'est la transparence. Ils font probablement aussi partie des premiers dont parle Arnaud. C'est-à-dire que bien sûr, eux sont plus informés que l'investisseur lambda. Oui, mais on parle de Crédit Suisse et de Nomura. Alors Crédit Suisse, ils sont en plein dans le... C'est marrant, on n'a pas le sentiment d'une boîte de Spiller quand même. Hein. C'est la banque suisse quand même. Alors après, c'est la banque d'investissement à New York. Hein. C'est pas les Suisses de Zurich, mais cela dit, ils dépendent les uns des autres. Hein. C'est vraiment pour les banques. Jusqu'à quel point les banques sont-elles prêtes à fermer les yeux sur des positions intenables en gérant le risque et au final, quand ce risque se déboucle, quelles sont les conséquences ? Société Générale, Jérôme Kerviel, c'était un petit peu le même sujet. Tout le débat du procès a porté sur le desk, le chef de desk, le responsable d'activité, le patron de la banque. Connaissait-il ce risque, le risque auquel il exposait clairement son entreprise, et pouvait-il laisser ce trader travailler tout seul ? Donc pour les banques dont on parle, c'est un petit peu la même problématique, et ce sujet de transparence vaut pour l'ensemble de la chaîne, de la régulation sur les ratios de solvabilité, jusqu'à la question des entreprises cotées, non cotées, des obligations qu'elles ont et de sincérité et de rendre public leurs comptes, et pour les banques de savoir gérer correctement leurs positions et de savoir les équilibrer. Donc aujourd'hui, le risque nous paraît quand même circonscrit, mais le sujet, c'est vraiment, est-ce acceptable ? Puisque ce point sur ce hedge fund, sur Archegos, il présente tout ce que les médias et les médias publics adorent, c'est-à-dire ça sent le soufre. Le patron du fonds a monté Tiger Asia en 2012 et a pris des risques inconsidérés et il a été largement pénalisé pour ça. C'est un hedge fund, donc c'est pas du tout public. Et puis finalement, c'est une économie qui est vraiment une économie purement financière qui bâtit des produits très complexes qui sont très éloignés de la perception. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour les défendre, ces gens-là, évidemment. Jérôme, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, est-ce que ce n'est pas le signe que les investisseurs sont absolument à la recherche de tout ce qui peut dégager du rendement, sachant que les taux d'intérêt sont à zéro un peu partout, enfin, pas complètement, mais enfin, ça dépend des endroits. Enfin, globalement, on ne peut plus gagner d'argent sans risque, c'est dommage. Et que du coup, ça oblige pas, mais ça sert de tentation à essayer d'être un peu limite sur certains investissements qu'on fait. Peut-être que des messieurs très, très respectables chez Crédit Suisse se sont dit, allez, on va travailler un petit peu avec eux, là, parce qu'au moins ça fera peut-être un petit peu de rendement en plus. Ce n'est pas les conséquences un peu éloignées des taux d'intérêt très bas qui, par ailleurs, nous arrangent. Mais... Oui, alors je vais tordre le cou à un deuxième poncif, je m'attaque à un Allez-y. deuxième. C'est l'idée que les hedge funds s'enrichissent perpétuellement, comme ça, grassement sur le travail des gens. Sur le dos des honnêtes travailleurs, des spéculateurs un peu fous qui seraient dépourvus de scrupules et dépourvus d'éthique s'enrichiraient. Les travaux académiques qui ont été menés sur le sujet des hedge funds montrent que la plupart d'entre eux perdent de l'argent. La durée de vie moyenne d'un hedge fund, c'est de 3 à 5 ans. Donc, c'est quoi en fait un hedge fund ? Alors, ça va être, c'est de l'argent d'abord qui est financé. C'est un peu comme le capital, on regarde ceux qui gardent bien, mais c'est ceux qui prennent le plus de risques souvent qui constituent des hedge funds avec des stratégies où ils promettent monts et merveilles à, mettons, des millionnaires, on va dire, parce que les clients des hedge funds, on n'est pas sur des fonds de pension américains qui gèrent la retraite des petits travailleurs, c'est pas ça. C'est dans une optique d'une stratégie, je dirais, de diversification d'actifs. Vous êtes multimillionnaire, alors pour garantir finalement votre épargne, vous avez placé sur le marché des actions, dans l'immobilier, vous êtes vous-même partenaire de votre entreprise, et puis quand il vous reste quelque chose,
potentiellement, vous allez le mettre sur un hedge fund, sachant que vous pouvez perdre. Alors, il y a des dindons de la farce dans l'histoire. Hein. Il y en a qui ne sont pas au courant du risque qui est attaché au hedge fund. Oui, on a toujours simplement à chaque avoir par un crack, discours commercial qu'on leur vend. Voilà. Bon, les hedge funds, beaucoup d'entre eux essaient d'exploiter des failles de marché, où ils essaient d'innover en termes de stratégie. Et en définitive, en moyenne, je vous le dis encore une fois, ils perdent de l'argent. Celui-ci, c'en est un comme un autre, qui, une fois de plus, a perdu de l'argent. C'est d'ailleurs aussi la chute de plusieurs hedge funds qui avaient provoqué, on revient un petit peu sur la crise des subprimes, mais Lehman Brothers, dont vous parliez, parce que vous aviez cité l'affaire de Natixis en lien avec la crise des subprimes, Lehman Brothers, ce qui avait précipité sa chute, c'est que cette banque d'investissement avait comme client 2 hedge funds qui ont fait faillite. Or, c'était des gros hedge funds qui ont fait faillite. Donc, bon. Si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, il faut aussi le voir. C'est un peu cruel de dire ça, mais comme une forme de redistribution des richesses. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus riches et qui poursuivent cette volonté d'enrichissement. Oui, alors il y a une sélection naturelle, mais si vous voulez, c'est qu'ils poursuivent cette optique d'enrichissement personnel et ils en arrivent à miser sur des loteries très risquées. Ici, ça s'appelle des hedge funds, qui, quand ils font faillite, c'est de l'argent qui va ailleurs. Donc c'est une forme de redistribution quelque part. On aimerait bien sûr une redistribution qui soit plus encadrée, qui soit régulée, etc. Mais là, dans le capitalisme sauvage, c'est la forme de redistribution qu'il y a sur les marchés financiers. En gros, c'est comme ça qu'on peut le voir. Exactement. Vous parliez de transparence. Est-ce que vous rappeliez BAL 1, BAL 2, BAL 3, Arnaud? BAL, je rappelle, a priori tout le monde sait, mais voilà, c'est pas un acronyme, c'est la ville avec l'accent circonflexe sur le A. Est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'on reste dans l'anecdotique ou dans la sélection naturelle ou c'était plus moi, mais dans la redistribution légitime quand il y en a qui se plantent, finalement c'est pas plus mal, il en faut parce que c'est ce qui fait que le système fonctionne. On voit quand même, c'est pour ça que je démarrais en rappelant l'affaire Natixis, parce que le procès démarre aujourd'hui, mais bon, Natixis, c'est une action qui ont été placées auprès de petits porteurs, clients de tout ce qui était les caisses d'épargne, puisque c'était dans le groupe caisse d'épargne à l'époque de la mise en bourse fin 2006, et pour le coup, qu'on acheté à quasiment 20 € et ils sont en train de sortir de la cote en ce moment, Natixis à 4. Donc il y a quand même des effets sur des épargnants, y compris des petits épargnants parfois. C'est justement pour éviter que l'épargnant soit touché au fin fond de sa petite cagnotte que ces logiques-là ont été mises en œuvre. Alors la question c'est, est-ce suffisant ? Il faut un BAL 4, je sais pas. Il faut quand même... tant qu'il n'y a pas globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de risque sur les bilans d'entreprise. Il y a des stress tests extrêmement réguliers qui ont lieu. Alors la question, c'est sont-ils menés avec autant de sérieux que nécessaire ? Bon, aujourd'hui, globalement, quand on regarde les bilans des grandes banques au regard des risques exposés, il n'y a pas de sujet. Les montants en jeu sur ces deux affaires, Jérôme l'a rappelé, font qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Donc cette question de transparence, aujourd'hui, c'est un exemple, en tout cas, de réglementation bancaire. C'est un exemple de régulation de marché qui fonctionne bien et qui est orienté sur des choses non dogmatiques qui visent à éviter l'effet de domino. On se rappellera quand même du stress généré en 2008 par la crise, par le fait que qu'il y avait une garantie d'État sur les dépôts bancaires à hauteur de 100 000 €. Alors, c'est pas le cas de la plupart des Français, mais pour ceux qui disposent d'un petit peu plus de 100 000 € d'économies, concrètement, voir une partie de ces économies partir en fumée par une éventuelle faillite bancaire était une conséquence absolument concrète de ce besoin de renforcement de régulation. Et je ne crois pas qu'il y ait une banque sur Terre qui ait disparu parce que les ratios de solvabilité dans certaines régions du monde se sont durcis. Donc au final, l'économie s'en porte d'autant mieux. Plutôt mieux. Allez, on reste là, on verra ce qu'il en advient, si ça se limite, si c'est que 20 milliards ou que quelques milliards. Donc à ce moment-là, de nos jours, c'est pas grand-chose. Restez avec nous, on marque une courte pause, on va aborder la loi climat dès qu'on revient, tout de suite. Retour dans Light & Smart, ravi de vous retrouver, merci de rester avec nous. On parle de climat, la loi climat est arrivée aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour 3 semaines d'examen. Intitulé du débat, personne n'est content, un signe, un bon signe. Est-ce que c'est un bon signe précisément que personne ne soit content ? Alors personne n'est content, ça veut dire quoi ? C'était hier par exemple dans la rue, à Paris et dans une centaine de villes, un certain nombre de petites ou plus ou moins grandes manifestations, quelques dizaines de milliers de personnes au total.
donc voilà, officiellement, enfin pas officiellement, enfin du point de vue des organisateurs, plus de 50 000 à Paris. Bref, quelques milliers de personnes. Nous sommes l'alternative qui se lève pour défendre les droits humains, sociaux et environnementaux. C'est un militant qui parle. Ce matin, donc cette loi, c'est quoi? C'est 69 articles de projet de loi, hein, issus pour rappel, des 149 propositions de la Convention citoyenne, qui elle-même était, cette Convention citoyenne, une des réponses du chef de l'État au mouvement des Gilets jaunes. Ça nous ramène en arrière, mais il faut le rappeler. Il y a 7000 amendements qui vont être discutés pendant ces 3 semaines d'examen à l'Assemblée nationale. Le texte, ça va de la généralisation des repas végétariens dans les cantines, l'arrêt de l'avion quand le train met moins de 2h30 à parvenir à destination, l'interdiction de louer des logements, en tout cas tous ceux qui sont les moins bien notés en termes de performance thermique, donner aux municipalités le pouvoir de réglementer la publicité extérieure, et puis de façon peut-être un peu plus anecdotique ou pas, l'expérimentation du oui pub sur les boîtes aux lettres, c'est-à-dire l'inverse du non à la pub, bref, c'est-à-dire sous-entendu, par défaut, on ne met pas de pub papier dans les boîtes aux lettres. Voilà. Et puis à partir de là, il y a quelques polémiques. Alors d'un côté, les écologistes et globalement les oppositions parlementaires qui disent que, en tout cas à gauche, que ça ne va pas assez loin. Et puis du point de vue de la droite et puis du patronat, c'est plutôt la crainte de menaces sur la liberté d'entreprendre, avec par exemple cette idée que voilà, les vitrines allumées la nuit, c'est pas bien. Une ville triste, c'est une ville où il n'y a plus d'activité. C'est pas une ville où les lumières ne sont plus allumées la nuit, nous a dit la ministre ce matin à la radio. Et puis aussi des critères d'accès au centre-ville en fonction des véhicules. Et là, sur Twitter, c'est le président de la FEVAD, François Ambroise, qui regrette d'entendre la ministre dire que des gens, concrètement, ne pourront plus accéder au centre-ville. Il regrette que la ministre soit toute contente, dit-il, que les artisans en camionnette diesel ne puissent plus prendre des chantiers en ville. Est-ce que, sur le principe, l'idée qu'un projet de loi soit attaqué des deux côtés, en disant d'un côté, ça ne va pas assez loin, de l'autre côté, ça va trop loin, est-ce que, d'un point de vue politique, mais qui soit quasiment philosophique, ça veut dire que c'est un bon compromis, a priori, dire sur le principe, avant de rentrer dans le détail, est-ce que c'est un présupposé de consensus positif pour vous? Alors, je ne sais pas si c'est un présupposé d'efficacité politique, mais c'est quand même quelque chose d'assez traditionnel. En filigrane, ce qu'il y a derrière, c'est notre obligation de baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, les engagements de Paris Climat et la posture qu'on a aujourd'hui entre la gauche qui dit ça ne va pas assez loin et globalement la droite et les milieux économiques qui ont peur d'une écologie punitive, avec au milieu de tout ça un aéropage de think tank, d'agences, le Haut Conseil sur le climat, le Conseil d'analyse économique et sociale. Tout le monde y va de sa petite phrase pour finalement un texte qui est quand même issu d'une anomalie démocratique et d'une situation dans laquelle Emmanuel Macron s'est embourbé seul. Là, j'imagine que vous parlez de la Convention citoyenne. Voilà, on dévoie la démocratie, on fait une démocratie directe, on fait une convention citoyenne avec des gens tirés au hasard, avec des experts clairement orientés, et pas beaucoup d'équilibre, et au final, en s'engageant... du point de vue démocratique, on retombe sur ses pieds, puisque là, on est devant l'Assemblée nationale. On est devant l'Assemblée nationale, mais avec un package qui quand même interroge. Vous avez, Guillaume, donné quelques-unes de ces mesures. On peut y rajouter des choses assez coercitives, comme le délit d'écocide, et on se retrouve avec la création d'un délit d'écocide. La création d'un délit d'écocide, on se retrouve avec des choses majeures et des choses complètement anecdotiques qui font partie de l'hystérisation du débat autour des cantines véganes pour les enfants, donc de l'absence de viande dans les menus scolaires, et finalement des mesures de portée très, très variables et dont on peut douter sur l'efficacité d'ensemble. Un peu de tout, quoi. Voilà. Donc le sujet, c'est cette loi crée-t-elle le consensus? Non, absolument. Mais la vraie problématique, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette loi et savoir si ça va être efficace. À titre personnel, j'en doute beaucoup. Alors, j'ai pas lu les 69 articles, les 2000 amendements, dont une majorité pour la suppression des choses qui sont les plus symptomatiques de ces questions d'affrontement politique. Il ne faut pas oublier que les Verts ont eu un succès énorme aux dernières élections municipales qui
souhaite capitaliser sur cette dynamique pour les prochaines échéances. Donc je ne suis pas certain que cette loi nous permette de vraiment accélérer sur des problématiques majeures de transition énergétique et finalement de prouver leur efficacité. J'y vois un petit peu plus le symbole d'un jeu politique. Et d'un autre côté, le vrai sujet, c'est de quel arsenal légal et juridique dispose-t-on aujourd'hui, comment le rendre plus efficace et au surplus, quelles mesures additionnelles prendre. Et je suis beaucoup plus attentif aux mesures qui incite à la transition énergétique, notamment par l'isolation des bâtiments, plutôt qu'aux discussions accessoires sur faut-il ou non de la viande à l'école pour nos enfants. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'en termes d'efficacité, bon, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais en termes d'efficacité, on est sur des niveaux d'enjeux qui sont complètement différents. Est-ce que, précisément, l'idée de mettre beaucoup de choses dans un texte de loi avec... pour le coup, quoi qu'on en pense sur le fond, il n'y a pas de doute sur le fait que les enjeux sont très différents entre les différents points traités par le texte de loi. Effectivement, peut-être une bonne réponse. Du point de vue du gouvernement, il a un peu raison en disant que, bon, c'est certes, mais globalement, ça mettrait la France quand même en pointe, enfin en tout cas sur un plein de petits sujets comme ça, malgré les critiques des écologistes. Sur l'idée générale que j'évoquais, est-ce que c'est bon signe d'être attaqué de tous les côtés quand on défend un projet de loi qui se veut équilibré, hein, en tout cas, c'est le discours du gouvernement et de la ministre. Vous en pensez quoi? Alors, je suis d'accord avec Arnaud qu'il y a un peu un fourre-tout dans ce projet. Maintenant, il y a quand même une valeur symbolique, même si il s'agit juste de demander à des enseignes d'éteindre leur néon la nuit, etc. S'il y a peut-être, même si en termes d'efficacité économique, effectivement, on peut se poser des questions, mais il y a une efficacité quelque part politique, citoyenne, parce que le citoyen va être amené à devoir faire des efforts au cours des prochaines années, et il est important qu'il ait le sentiment que ces efforts soient supportés par tous, et pas simplement qu'il trie ses déchets, et puis qu'il voit l'entreprise qui est en face de chez lui, qui elle ne trie pas ses déchets, et qu'il se dit qu'il y a un effet fois 1000, fois 10 000 par rapport aux consommations d'un ménage. Donc, il est important d'envoyer ce signal fort, de montrer que tout le monde contribue à cet effort-là. Ce qui me gêne un petit peu dans les différentes mesures que vous avez énoncées, alors il y en a 7000, vous en avez énoncé certaines, par exemple l'interdiction... Non, 7000 c'est les amendements, il n'y a pas 7000 mesures. C'est pas 7000 mesures, pardon, 7000 amendements, mais il y a 69 articles, avec de nombreuses idées. Ouais. Mais vous dites, par exemple, vous mentionnez l'interdiction de recourir à l'avion pour des trajets courts. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec une interdiction comme ça d'un État paternaliste qui infantilise. Je préférais que notre gouvernement responsabilise l'individu en le mettant face à ses responsabilités. Si prendre l'avion pour des trajets courts pollue, eh bien, on pourrait simplement demander aux passagers de payer la facture de cette pollution, de cette empreinte carbone. Et éventuellement, on pourrait même en profiter. Alors là, je suis en train de façon générale, les économistes, ils sont plutôt pour un prix du carbone, hein, globalement. Exactement, ça fait plus de 20 ans que les économistes militent pour l'adoption d'une taxe carbone, c'est-à-dire qu'on internalise le prix de la pollution. Si, quand je me livre à une activité, je pollue, je suis responsable et je paye. On pourrait même instaurer une taxe qui soit légèrement supérieure pour en profiter justement, avec un petit surplus, de financer d'autres choses. Donc on a le droit de prendre l'avion. Et après, les agents économiques verront dans leur interaction si le maintien d'une ligne aéronautique sur une petite distance fait sens ou pas, mais qu'on le calcule dans le prix plutôt que de l'interdire comme ça. Alors on va simplement, c'est binaire, on va autoriser certaines lignes et puis en interdire d'autres. Ça me paraît tout à fait, pour le coup, trop coercitif et pas assez en phase avec une loi psychologique fondamentale qui est que chaque individu compose avec les incitations qui lui sont données. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on veut organiser la société. Il faut comprendre ça. Il s'agit de mettre en place des règles du jeu qui responsabilisent les acteurs. Je vais vous donner un exemple relatif. C'était la Cour des comptes qui, il y a une dizaine d'années, avait rendu un rapport comme quoi les agents EDF, qui travaillent pour EDF, ils ont de l'électricité subventionnée. Et figurez-vous que les ménages, c'était ce qui était pointé dans ce rapport-là, c'est que les ménages EDF consomment 3 fois plus que les autres ménages. Pourquoi ? Parce qu'ils ne payent que 10% de la facture de l'électricité. À quoi bon éteindre les radiateurs ? Les familles de cheminots, ils ne payent pas le train, et donc j'imagine qu'ils prennent plus souvent le train. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a du gaspillage chez les cheminots ? Pas forcément, mais par contre, il y en a un énergétique. À quoi bon éteindre les radiateurs quand on ouvre la fenêtre, quand l'énergie est gratuite ? Donc, quelque part, il s'agit de responsabiliser les acteurs. Pour terminer avec cet exemple, moi je pense que plutôt, parce qu'il y a toujours des enjeux de redistribution, si vous voulez, c'est que, pour aller au fond de ma pensée, ces manifestants, les Français, on pourrait se réjouir de ces manifestations en se disant, mais tiens, c'est un peuple éclairé qui a une vision de long terme sur l'avenir, une vision encore plus longue
que n'a le gouvernement, que généralement c'est censé être l'inverse. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Les Français sont bien sûr très enthousiastes quand il s'agit de signer des pétitions qui réclament que des groupes industriels polluent moins. Par contre, quand ils saisissent que ça va se traduire par une perte potentiellement de pouvoir d'achat, parce que ça va se reporter dans les prix, là, ils sont aussi les premiers à manifester. Et je pense que ce n'est pas tant que le gouvernement, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, j'en sais rien, mais mon hypothèse, c'est que ça n'est pas tant que le gouvernement n'a pas une vision de long terme. Je pense que le gouvernement a été véritablement échaudé avec la crise des Gilets jaunes. Certains, oui. Il n'est pas tout à fait confiant dans, je dirais, la capacité de participation à l'effort par le peuple. Il sait très bien qu'il y a des mesures qui vont se traduire par une baisse de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, c'était tout à fait ça. Une taxe carbone qui venait renchérir le prix du diesel se traduisait par une perte de pouvoir d'achat qui a mis l'étincelle à la pompe. Et le gouvernement, il est traumatisé par ce qui s'est passé. Donc on est dans un entre-deux. Vous demandiez est-ce que c'est un bon signe ou pas qu'il y ait des gens pour et des gens contre. Certainement, mais par contre, moi j'aurais aimé dans toutes ces mesures, je suis pourquoi pas pour des initiatives de réformes qui viendraient à l'initiative de sondages et de commissions citoyennes, etc. Mais je trouve qu'il faudrait quand même chapeauter le tout par une forme de cohérence et plus recourir à de l'incitation que de la coercition pure et simple. Est-ce que globalement, je reste là-dessus, après oui. je vous redonne la parole Arnaud, Jérôme, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas plus dire que globalement le sujet climat va entraîner une hausse d'un certain nombre de prix, de prestations, de services, de produits industriels, de façon évidente, un peu partout, et que on le voit avec les voitures électriques, une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique, ça risque de l'être pour un certain temps, peut-être pas une éternité, mais enfin en tout cas, voilà, que plein de... il faudra taxer le carbone d'une manière ou d'une autre, et que même le smartphone, si on taxe le carbone importé, il sera plus cher que le smartphone aujourd'hui. Je pense que le gouvernement a cela en tête. Le projet de loi s'appelle Climat et résilience. Donc il y a cette notion quand même, il va falloir que chacun de nous fasse un effort. Moi je salue les manifestations. Mais vous-même quand vous dites effort, c'est trier sa poubelle. C'est pas un effort qui coûte de l'argent. Demain l'effort, il va falloir être de payer plus un certain nombre de choses, de payer plus cher. Donc moi je pense qu'on est véritablement dans une urgence climatique, qu'il faut faire des choses, je me félicite que des Français sortent dans la rue parce qu'ils sont préoccupés. Ils demandent, c'est presque inédit. Généralement on manifeste contre les contraintes imposées par une nouvelle loi. Là c'est des gens qui manifestent parce qu'ils veulent plus de coercition. Oui. Mais il faut bien qu'ils acceptent. Il y a un peu moins de capitalisme, hein, si on regarde les panneaux. Il y a de nombreux principes auxquels je ne vais pas m'attaquer aujourd'hui, ce serait sortir du sujet de l'émission. Mais les gens ne comprennent pas toujours exactement. Et d'ailleurs, quand vous demandez à ces citoyens comment ils définissent le capitalisme, ils en sont bien souvent incapables. Mais je suis pour, on est face à une urgence climatique, je suis pour que l'on s'engage tous dans plus d'efforts, mais il faut bien comprendre que chacun doit contribuer à cet effort. Et la France, si vous voulez, actuellement, j'ai l'impression qu'on est tout à fait bloqué par une inertie imposée par la lutte contre les inégalités. La France est obsédée par la lutte contre les inégalités, et c'est très bien. Mais pour reprendre mon exemple d'EDF, il ne faut pas venir nous dire que parce qu'un agent de EDF n'est payé qu'au SMIC, on ne peut pas se permettre de lui demander de payer 100% de sa facture énergétique. Ce qu'il faut faire, c'est lui demander de payer son électricité comme les autres ménages, mais accompagner le tout par une mesure de redistribution pour accompagner justement les ménages les plus modestes, et par lequel, finalement, parce que cette histoire de 10% de la facture énergétique, c'est le fruit de négociations syndicales historiques au sein d'EDF. Et donc, il ne s'agit pas simplement de balayer cela, mais de remettre les gens face à leurs responsabilités et d'accompagner les foyers plus modestes par de la redistribution. Mais il faut que tout le monde participe. Tout le monde doit participer. Arnaud, est-ce qu'il ne faut pas dire à tout le monde que globalement, ça va coûter un petit peu plus cher, cette politique climatique sur les années, les décennies qui viennent, en termes de coûts, de prix des produits et des services la vraie question, c'est l'acceptabilité et la conséquence que ça a pour chacun. En bon français, on regarde toujours ce qu'il y a dans l'assiette du voisin et faire payer les autres, les riches, les entreprises. C'est évident qu'avoir une politique de consommation responsable engendre des coûts supplémentaires, tout simplement, parce qu'on ne va pas chercher le meilleur prix sur le marché. On va faire travailler une main-d'œuvre qui est plus chère, on va faire venir les produits de beaucoup moins loin. Donc tout ça, in fine, a un coût. Donc le sujet vraiment de l'acceptabilité, moi, il me semble majeur. Et aujourd'hui, on a une vision de l'écologie qui est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Globalement, on va taxer, on va contraindre, on va restreindre et empêcher les libertés. C'est un point, moi, qui m'apparaît fondamental. Le vrai sujet, et là-dessus, je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est à quels efforts réellement les Français sont-ils prêts
prêt à consentir. Comme Jérôme le rappelait, trier une poubelle, c'est très simple. Demain, être empêché de voyager en avion sur une courte durée, mais pourquoi pas en train, sera un vrai sujet. De même que la restriction de circulation des véhicules dits automobiles, qu'ils soient électriques ou avec une énergie thermique en ville, est-il ou non acceptable ? Chacun peut-il se déplacer à vélo, en skateboard, en roller ou tout simplement à pied demain, voire en charrette à cheval ? Ce n'est pas sûr. Donc le vrai sujet, c'est quelle est la vision qu'on va développer d'une société écologique avec une consommation responsable ? Que vont demander les consommateurs aux grandes marques et globalement à tout ce qu'ils consomment en matière d'habillement, en matière de santé, en matière d'alimentation, plutôt que de se voir imposer des contraintes comme ça qui sont un petit peu déconnectées du réel et qu'on a toujours tendance à renvoyer chez son voisin. Et l'écologie, c'est toujours très bien si ça ne me concerne pas directement dans mon portefeuille. Et effectivement, cette vision de l'égalité, voire de l'égalitarisme dans une société qui se paupérise un petit peu, nous renvoie à un impératif de croissance et de génération de valeur économique pour que tout le monde s'élève par le haut et qu'on ait les moyens de financer cette transition. C'est aussi un sujet d'harmonisation globale, parce que les efforts qu'on fait dans un monde complètement ouvert doivent être au minimum coordonnés au niveau européen pour que, pourquoi pas, des taxes carbone ou d'autres mécanismes de financement n'aient pas d'effet délétère sur nos économies ouvertes et que globalement on ne soit pas les seuls à faire des efforts dans ce grand monde qui nous entoure. La Commission européenne doit faire des propositions en matière de taxe carbone. Normalement, je crois que c'est prévu au mois de juin. D'ici là, il y a 3 semaines de discussion à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est chez nous sur ce projet de loi climat et résilience. Vous avez dit, ça m'avait échappé. Allez, il nous reste quelques minutes, c'est l'after. Allez, pour démarrer cet after, c'était le feuilleton de la semaine dernière, le canal de Suez. Ce matin, on s'est réveillé, on avait appris que le porte-conteneur avait bougé. Et dans l'après-midi, alors elle avait plus que bougé, l'autorité du canal de Suez nous a annoncé, l'AFP a annoncé, au milieu d'après-midi, la reprise du trafic dans cette voie maritime majeure, obstruée, nous dit l'AFP, depuis près d'une semaine par le porte-conteneur géant Ever Given, qui se trouvait donc en travers du canal, nous dit l'agence, encore quelques minutes seulement auparavant. Donc finalement, sur la fin, c'est arrivé plus vite que prévu. Il y avait plus de 400 navires qui étaient en attente, soit d'un côté, soit de l'autre, de pouvoir traverser, ce qui est à peu près cohérent avec le fait que le canal voit une cinquantaine de navires passer tous les jours. Le fameux chiffre qu'on a à nombreuses reprises rappelé la semaine dernière, la fameuse 10 à 12% du commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Que vous inspire cette mésaventure de l'Ever Given dans le sable égyptien, Jérôme, soit sur son côté un peu anecdotique, soit sur la fragilité du commerce mondial, côté grain de sable. L'anecdote, c'est qu'il y a une chaîne, il y a un maillon de la chaîne qui se casse et c'est toute la chaîne qui tombe par terre. Alors face à cela, il y a 2 réactions. Il y a celle d'un rejet en disant j'aurais mieux fait de ne pas compter sur une chaîne, et puis un autre qui dit il me faudrait une chaîne de rechange. Moi je suis plutôt partisan de la deuxième option, c'est-à-dire de voir qu'effectivement face à ce type d'incident, il faut des solutions de recours. Mais pour moi, ça n'est pas... j'en conclus pas qu'il faut taper sur la mondialisation. On peut taper sur la mondialisation pour plein d'autres choses, notamment l'aspect écologique dont nous avons parlé avant et qui est tout à fait légitime. Mais sur ce plan-là de l'échange à l'international, où effectivement on est tous dépendants les uns les autres, moi je continue à croire à la mondialisation. Sans mondialisation, on n'aurait toujours pas de vaccin. Il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, il faudrait réfléchir de manière générale pour se prémunir contre ce type de mini-crise. C'est une mini-crise. Il faudrait réfléchir à des canaux de secours. Canaux, mais à des chaînes, à d'autres chaînes. Est-ce qu'on peut passer par d'autres endroits, faire autrement ? Le problème des approvisionnements dont vous avez parlé, des chipsets, je crois que c'est ça que vous mentionniez. Juste après, on va parler des semi-conducteurs. Oui, alors les semi-conducteurs, oui, typiquement... On y viendra. On y reviendra, ok. Bon, j'empiète un petit peu. Arnaud, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire du canal de Suez ? En même temps, manifestement, alors on imagine qu'on va en tirer des conclusions, parce que les navires trop gros... doubler le canal sur la totalité de sa longueur, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne fasse pas à l'avance. On se dit, tiens, peut-être que les navires sont trop gros. 400 mètres de long, c'est plus la longueur du navire, rappelons-le, c'est plus que la hauteur de la Tour Eiffel. C'est très significativement plus que la hauteur de la Tour Eiffel. Plus de 20 000 conteneurs dessus. C'est le symbole. C'est un vrai symbole de la globalisation des échanges. Et quand bien même on parle de e-commerce, aujourd'hui le commerce est mondial. Il entraîne des flux de
de marchandises sans cesse plus important. Et ça, c'est inéluctable. Et comme Jérôme l'a rappelé, il ne faut pas aller contre parce que c'est vecteur de progrès pour tout le monde. Moi, le vrai sujet à ce propos, c'est de me dire que, vous l'avez cité, 12% du commerce mondial dépend d'infrastructures qui, si mes souvenirs sont bons, datent de la fin du 19e, ça doit être 1859. Le canal de c'est Suez... Ferdinand de Lesseps, là. Mais oui, j'imagine qu'ils ont le canal de Suez a été construit en 10 ans. Qu'a-t-on fait depuis? Finalement, pas grand-chose. Pourquoi n'a-t-on pas un deuxième, un troisième canal? Pourquoi l'a-t-on il y en a pas un deuxième sur une profond partie. Voilà, c'est un vrai sujet de savoir sécuriser ces infrastructures, parce qu'effectivement, faire un détour par le cap sud de l'Afrique, ça doit être quelques 6 ou 8 000 kilomètres, ça consomme... 8 jours de plus. Voilà, ça consomme du temps, du fuel, les denrées périssables. Pour les denrées périssables, c'est un enjeu. Donc vraiment, la question, comme on en parle pour le numérique, la sécurisation des infrastructures, pour les routes, qu'elles soient terrestres, maritimes ou ferrées, c'est un vrai enjeu et ça relève des États, de la compétence des États, que de financer et de sécuriser ce qui permet tout simplement les échanges. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça nous renvoie un petit peu au Moyen-Âge, quand les marchés étaient très régionalisés et quand il y avait un problème d'un pont qui s'écroulait, ça bloquait les échanges au sein de territoires plus réduits. Donc on en est un petit peu là dans le monde d'aujourd'hui. On imagine que l'Égypte va faire quelques investissements sur son canal. On évoquait les semi-conducteurs. Jusqu'à présent, on parlait autour de cette pénurie d'impact sur les chaînes de l'industrie automobile. Ce matin, coup sur coup, deux dépêches Reuters. L'une pour nous dire que, alors là c'est dans l'automobile, mais ce qui est amusant, c'est que c'est Hyundai Motor qui suspend sa production en Corée du Sud à cause des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. La Corée du Sud, c'est quand même le deuxième pays producteur mondial de semi-conducteurs. Donc c'est pas uniquement chez nous, à l'autre bout de la planète, c'est également chez eux. Et elle est une autre dépêche qui nous dit que les frigidaires et les micro-ondes étaient désormais impactés par les microcontrôleurs partout, par cette pénurie de semi-conducteurs. Alors, on parlait commerce international, vous voulez parler... C'est là-dessus que je voulais rebondir. Oui, allez-y. Ça fait partie de cette stratégie dont je voulais parler, qui est de penser à quelle est la roue de secours, finalement. Ouais. Si demain, on a nos principaux fournisseurs d'intrants, d'input dans notre chaîne de production, il faut réfléchir à comment on pourrait le remplacer du jour au lendemain si jamais il y a un problème d'acheminement de marchandises, etc. Les deux problèmes sont tout à fait liés. En fait, hein. Et donc, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, dans cette globalisation, il faudrait que des sociétés de services, de conseil proposent de l'aide aux entreprises pour réfléchir à leur place, savoir comment elles pourraient du jour au lendemain passer d'un fournisseur à un autre en cas de pépin. Il faut réfléchir au plan B, réfléchir aux solutions de crise, solutions de rechange. Alors là, ce n'est pas un problème de transport, c'est un problème de production sur les semi-conducteurs, de mauvaise anticipation des industriels qui fait que finalement, notamment lié à la reprise plus rapide que prévu. Oui, tout est intelligent, on met des puces partout, il faut les produire. Au-delà de ça, le commentaire que ça m'appelle, c'est sur la vision globale de la chaîne de la valeur, c'est de remonter d'un cran. Le vrai sujet, c'est le minerai, la ressource rare. Et aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique majeur. Le minerai l'a toujours été. Quand on regarde les efforts que fait la Chine, notamment en Afrique, il y a eu les programmes sécuriser les approvisionnements. La Chine offre de l'infrastructure publique, des routes, des ponts, des ports, dans beaucoup de pays pour sécuriser l'accès au minerai, qui est une condition essentielle de la production de silice, de puces, etc., qui est présente partout. Qui se douterait que dans un four ou dans un frigo, il y a de l'intelligence? Eh bien, voilà, on en prend le chemin, et la question de sécurisation de ces infrastructures, de ces chaînes d'approvisionnement, de la matière première jusqu'aux capacités de production, qu'on parle de vaccins, qu'on parle de minerais, qu'on parle de processeurs, est un élément clé. Rappelons quand même que c'est ce qui a fondé le succès de la Silicon Valley. Aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu un nouvel ordre mondial autour de ces sujets-là. Voilà, de l'intelligence dans les frigos, je ne sais pas. En tout cas, il y a des circuits électroniques. On verra pour l'intelligence, puis tout dépend de la définition qu'on donne au terme. Merci, messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.